Donc Bruno, je suis accompagné de mon consultant Mohamed Tazamouche, qui est actuellement coach d'Ivry-sur-Seine en National 3. Euh, Ma première question, Bruno, c'est simple, que deviens-tu? Ça va. Moi, je n'ai aucune fonction, comme tu le sais, dans l'arbitrage français depuis la fin de ma carrière, c'est-à-dire qu'il y a déjà 12 ans. Je suis consultant dans les médias et je travaille dans une grande entreprise publique où je suis en charge des relations publiques. Voilà. Donc, je suis un homme Sur la... libre, en dehors du foot, mais je continue à, à le commenter dès que l'occasion m'est permise, comme ce matin avec vous. Exactement, et c'est toujours c'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec toi, et c'est vrai que je vois aussi tes commentaires très pertinents sur les réseaux sociaux. Ma première question, Bruno, c'est avant de parler de l'arbitrage amateur, mais on y reviendra assez longuement. Quel est ton avis sur l'arbitrage international actuel? Mon avis technique, à Oui, quel oui, niveau? technique. Mais de l'arbitrage français ou de l'arbitrage Français. de l'arbitrage français, il y a 2 ou 3 arbitres, je crois, en top list actuellement en France. Je crois, Clément Turpin, l'arbitre Picard, les noms m'échappent, tu vois. D'accord. Et puis aussi, il y en a un troisième qui opère donc au plus haut niveau de la Ligue des Champions. Bon, voilà, c'est bien. Maintenant, ça fait, si mes souvenirs sont bons, le dernier arbitre français à avoir dirigé une finale de la Ligue des Champions, c'était Michel Vautreau en 1986. Vous voyez, donc il y a quelques années. Ça Le remonte. dernier arbitre français à avoir dirigé une finale de la Coupe d'Europe, c'est Gilles Vessière en 2001. Donc on espère que assez rapidement, on ait un arbitre français qui représente l'arbitrage français donc lors d'une finale européenne. Voilà, mais bon. Pourquoi ce décalage? Bonjour. Pourquoi ce Bonjour. décalage Il y a eu à un moment donné une période qui a été un peu compliquée pour l'arbitrage français. Et donc, il y a une génération qui est partie et une nouvelle génération qui est arrivée. Et voilà, et donc qui a dû probablement ne pas convenir. Enfin, il a fallu faire progresser. Donc, ça a mis du temps. C'est comme les générations de joueurs. Il y a des générations de joueurs dans les équipes de France qui sont meilleures que d'autres. Et voilà, donc après, il faut reconstruire, il faut le temps de la reconstruction. Le sujet d'actualité, Bruno, c'est la VAR. Et moi, j'avais lu de Michel Platini à ce sujet. Mais je répète un mot pour mot ses propos. C'est du bricolage vidéo. Il n'a pas apporté plus de justice. Es-tu d'accord avec son rappeler regard? que la VAR avait été mis en place pour éviter les erreurs grossières. Oui. C'est quoi une erreur grossière? C'est un but marqué par un attaquant qui est en position de hors-jeu de 2 mètres. C'est un but marqué de la main, style la main de Maradona. C'est un but entaché d'une faute, une main par exemple, je pense à celle de Thierry Henry. Voilà, c'est pour éviter les grosses erreurs, vous voyez, qui peuvent, et moi ça m'aurait permis d'éviter 2 polémiques, une à Lens, Marseille. Encore là c'est différent parce que c'est la golden technologie. Bon, là, c'est quand même bien aussi la ligne de but, maintenant il est sous contrôle. Donc l'arbitre est sécurisé à ce niveau-là. Et puis, un autre match, Bordeaux-Lyon, il y avait une histoire de main. Donc voilà, c'est pour éviter les grosses polémiques, mais ce n'est pas pour réarbitrer à la place de l'arbitre. Non. Et il y a des exemples récents qui montrent qu'aujourd'hui, l'arbitre, qui pourtant bien placé sur le terrain, a pris une décision en live, en direct. Il a perçu qu'il n'y avait pas faute, a laissé jouer. Et après, il y a une intervention du VAR par les oreillettes, qui sans doute lui met le doute dans son esprit, et il arrête le jeu, il se concerte avec son arbitre VAR, et puis il va voir la vidéo sur le long de l'écran, sur le long de la ligne de touche. Très souvent, quand il va voir la vidéo, il prend une décision derrière où il siffle penalty, ou il refuse de but. Voilà. Donc, faire attention à ce que le VAR ne réarbitre pas le match à la place de l'arbitre. Il y a des exemples récents. Moi, je vois le match, par exemple, entre Chelsea et Rennes cette semaine, qui a fait l'actualité. Le deuxième penalty sifflé contre Rennes, cette main. Alors, c'est pareil, les mains aussi, c'est un vrai débat. Comment dirais-je? On a voulu simplifier la règle. Au lieu de la simplifier, on l'a rendue encore plus complexe à appliquer. À mon époque, une main, pour être sanctionnée, devait être commise de manière délibérée.
C'est-à-dire qu'il y avait une intention de faire main. Et c'est quoi une intention de faire main? C'est qu'il faut qu'il y ait un mouvement du bras vers le ballon. On est bien d'accord. Puis après, on a dit oui, mais non, les défenseurs, ils jouent les bras écartés, c'est pas des positions naturelles. En écartant les bras, ils augmentent la surface corporelle de leur corps, donc ils ont une chance de toucher le ballon. Bref. Ou alors des joueurs aussi, des défenseurs centraux qui sont au duel aérien avec un attaquant. Mais quand, je sais pas, monsieur, quel poste vous occupiez, Mohamed, mais si vous êtes défenseur central, quand vous sautez, vous pouvez pas sauter les mains derrière le dos pour garder votre équilibre. Vous comprenez? Donc, et le ballon comme la main d'ailleurs de Kipembe contre Manchester United il y a 2 ans. Ouais. Alors là, c'est différent parce qu'il se jette. Enfin, il a le bras là, largement en l'air aussi. Alors maintenant, ils estiment que tout bras au-dessus de la tête, et si le bras ou la main arrive à toucher le ballon, ben, elle est sanctionnable. Alors, pour reprendre ce qui s'est passé à Chelsea mercredi, il y a un an, l'International Board avait précisé les choses. S'il y a un contrôle, c'est-à-dire que si le ballon touche avant le tibia, la jambe ou le corps et arrive à toucher la main, on sanctionnait pas la main parce qu'elle était difficilement évitée. Et là, maintenant, on estime que si la main est au-dessus du crâne, mais que si le ballon a touché avant une partie du corps, on peut considérer que c'est un contrôle. Donc, il a fait une stricte application d'une règle, enfin, d'une précision d'une règle qui est stupide. Donc, il est grand temps de la changer. Et en plus, il a accompagné d'un carton jaune. Il y avait vraiment un carton jaune, donc ça change complètement le cours du match. Vous voyez, c'est ça qu'il faut revoir. Dans l'esprit, voilà, c'est pas dans l'esprit du jeu. Vous voyez, qu'on exclut un joueur pour vraiment un acte pour un petit jeu caractérisé. Là, je veux bien l'admettre. Mais là, vous voyez, ça change le cours. C'est un penalty d'abord très sévère, la main. Et encore, tout le monde dira que la plupart sont volontaires, mais en plus, vous l'accompagnez d'une sanction administrative et qui vaut un deuxième jeune donc, qui met de Rennes à 10. C'est plus la même chose. Vous voyez, c'est ça, c'est dans l'esprit, moi, que ça me gêne. Voilà. Donc, cette règle, il faut très vite. Je crois d'ailleurs que le président de l'UEFA a écrit à la FIFA pour préciser les choses et faire changer cette règle. Parce que arbitrer, il faut rappeler à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'arbitrer, c'est interpréter. Donc, on est trois, par exemple, on serait face à une image, on n'aurait pas forcément tous les trois la même décision. Vous voyez, c'est ça qu'il faut être. Il faut que chacun admette que de l'arbitrage, ça reste de l'humain. Et donc, chacun arbitre avec sa philosophie, avec sa sensibilité, en fonction de ce placement sur le terrain quand l'action survient. Vous voyez. Voilà. Alors, bien sûr, il faut tendre vers une certaine forme d'uniformité dans les décisions pour qu'elles soient acceptées de tous. J'en conviens. Mais on n'arrivera jamais à trouver l'uniformité. Moi, je me souviens, quand j'étais arbitre, quand on était en stage à Clairefontaine, on avait des séances techniques. On travaillait sur des phases de jeu, des actions de jeu qui s'étaient déroulées sur les matchs des collègues. Donc, alors, par exemple, il y avait une situation de pénalty dans la surface. Donc, l'action était on l'a visionnée tous ensemble dans la salle. Et puis, le directeur de l'arbitrage de l'époque, c'était Michel Gautreau, puis après Marc Bata, nous disait alors, pour qui il y a pénalty? Il n'y avait jamais 100%. D'accord. Il y avait la moitié ou un peu de la moitié, non, pour moi, il y a faute, non, et pour moi, est-ce que ça ne est sanctionnable? Alors, allez-y. Bon, chacun avait sa sensibilité, il n'y avait pas l'unanimité. Parce que certains diront, mais le bras est collé au corps, mais non, il est un peu écarté, mais non, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas d'intention. Vous voyez, il y avait un débat, il n'y avait pas, on ne pourra jamais trouver l'unanimité. Alors, il faut rappeler que le VAR a donc été institué uniquement pour les erreurs grossières et non pas pour arbitrer le match. Par rapport à… les exemples, alors, il m'échappe les exemples, on en a vu aussi en première division. Et là aussi, c'est dans le… Alors, certains disent, mais ça ne sert à rien, mais forcément, ce n'est pas le VAR qui dysfonctionne, c'est l'utilisation qu'on en fait. Vous voyez? Hier, par exemple, il y a eu une situation pénale, je crois, sur Strasbourg-Marseille en fin de match. Oui, exactement. Bon. Quand on voit les images, alors en plus, ils ont le temps de voir les images. Parce qu'au final, qu'est-ce qui importe? C'est de prendre la bonne décision. Donc, s'il faut prendre 30 secondes, 45 secondes, une minute pour être sûr de cette décision, prenons-les. Vous voyez? Voilà. Bon, alors, il y a des situations où le VAR on fait appel au VAR, et d'autres situations où on ne fait pas appel au VAR. Donc, c'est compliqué. Exactement. Avant de parler sur les derniers événements qu'il y a eu dans le football amateur, Bruno, j'aurais aimé aussi avoir un petit mot sur Stéphanie Frappard, valdoisienne et première française à avoir arbitré un match professionnel masculin. On va dans le bon sens et jusqu'à présent. D'abord, il faut saluer
il faut son saluer travail. ce parcours à Stéphanie Frappard. Je crois que c'est Aragon qui disait que la femme est l'avenir de l'homme. Mais c'est vrai aussi dans l'arbitrage français, ou dans le football. Et d'abord, c'est bien, il faut féminiser cette fonction. Et Stéphanie Frappard est l'emblématique représentante de l'arbitrage féminin. Il y en a eu aussi, bon, c'est pas la première, hein, moi quand j'ai arbitré, j'avais comme assistante régulièrement Corinne Lagrange, elle était assistante elle, hein, et Gisèle Perron-Lambé, il y a eu aussi Nelly Viennot, hein, qui avait ouvert la voie, elles étaient assistantes. En Allemagne, il n'y a pas très longtemps, il y a une arbitre féminine qui a mis un terme à sa carrière, qui a arbitré des matchs Bundesliga. Il y a eu une Suisse aussi, dont le nom m'échappe, qui a arbitré aussi des matchs d'Europe. Voilà, donc et puis là, on lui confie des matchs de plus en plus importants. Elle a arbitré dernièrement le match entre le Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Ça témoigne de la confiance que lui apportent les dirigeants de l'arbitrage français, mais aussi international, parce qu'elle a aussi dirigé la dernière finale de la Coupe du Monde. Exactement. Donc voilà, donc c'est un bon parcours qu'il faut saluer. J'ai une petite question. Elle est acceptée des footballeurs. C'est important, ça aussi, d'être accepté par le milieu. Elle apporte de la sensibilité. Voilà, j'ai l'impression que peut-être aussi que les joueurs, étant mieux à l'égard d'une femme, sont peut-être respectueux dans leur comportement. Exactement. J'ai une petite question, derrière. Ça fait quelques années que donc vous avez quitté le monde professionnel. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est par obligation? Puisque en étant loin, on a vu qu'il y avait eu plusieurs conflits sur l'arbitrage français ces dernières années avec des hommes forts à la tête de l'arbitrage français, avec des polémiques avec la fédération. Est-ce qu'aujourd'hui, et encore une fois, je cherche pas la polémique, mais je cherche juste un peu à comprendre, est-ce que l'arbitrage est une secte? Alors c'est un mot très dur, hein. Est-ce que c'est une secte au niveau de la fédération? Parce que je me rends compte que les arbitres de National 3, où je pratique aujourd'hui, sont d'un très très bon niveau. Et est-ce qu'ils sont rattachés à des hommes ou est-ce que cette polémique doit continuer à exister au niveau de l'arbitrage? Parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui ont, on va dire, décroché par obligation. Alors d'abord, moi, à mon époque, on décrochait parce qu'on était obligé, il y avait une limite d'âge. Hein, 45 ans, on devait arrêter. Moi, j'ai arrêté à... Excusez-moi, je parle pas de l'arbitrage. Là, je sais qu'on est bloqué à un certain âge. Moi, je parle de la succession. Par exemple, quand je prends votre cas, depuis 12 ans, vous avez arrêté le football professionnel. Mais il y a des arbitres qui continuent à diriger les instances de l'arbitrage. Oui, mais moi, j'ai terminé, ça s'est pas très bien terminé pour moi. J'ai terminé 2 ans avant tout le monde. Bon, voilà, moi, j'ai été, comment dirais-je, mis à l'écart à la fin de ma carrière. Donc, j'ai écrit un livre où je raconte des choses. Et puis, après avoir écrit ce livre, il était pour moi compliqué d'intégrer les instances. Et puis, pour tout vous dire, le monde de l'arbitrage ne me manque absolument pas. L'arbitrage en lui-même me manque. Le terrain, le jeu, les matchs, ça m'a manqué longtemps, l'ambiance. Parce que on a une forme d'addiction aussi au sport. Et puis, on a la chance d'arbitrer des grands matchs dans les stades pleins, de voyager. Bon, ça restera quand même dans ma vie une belle période de ma vie. Mais le monde de l'arbitrage par lui-même ne me manque absolument pas. Vous voyez, les stages, les arbitres, tout ça. Voilà, moi, je me suis jamais trop retrouvé dans ce monde-là. Voilà, donc, voilà. Après, moi, j'ai donc arrêté à 43 ans. Maintenant, bon, moi, je suis pas dans les instances, je ne sais pas comment ça fonctionne. Pour répondre à votre dernière question, les arbitres de National 3 sont donc gérés par la fédération, par la direction technique de l'arbitrage, où il y a 2 secteurs. Il y a un secteur qui s'occupe des arbitres professionnels et un secteur qui s'occupe des arbitres amateurs. Je crois que celui qui s'occupe des arbitres amateurs qui est à la tête, c'est l'ancien grand arbitre Alain Sars. Voilà. Et puis le DTA étant Pascal Garibian et son adjoint, je crois, étant aussi Stéphane Lannoy, qui s'occupe lui plutôt des arbitres professionnels. Donc il y a une direction technique de l'arbitrage qui est professionnelle. Vous n'avez plus de relation avec ces hommes-là? Comment? Vous n'avez plus de relation avec ces hommes-là? J'ai toujours comment? Vous n'avez plus de relation avec ces hommes-là? Non. Aucune. Non, je suis en dehors du système, comme quelques-uns d'ailleurs, comme Tony Chaperon, comme Joël Quignou, comme Philippe Malige, comme bien d'autres. On est en dehors. Non, je n'ai jamais eu de fonction, on m'a jamais rien proposé, je n'ai jamais rien demandé d'ailleurs. Donc voilà, je suis en dehors du système complètement. Et voilà, je suis qu'un
un observateur dehors de tout. Alors, Et j'interviens, ça m'arrive d'intervenir des fois, bien sûr, dans des écoles. Comment dirais-je, voilà, il m'arrive d'intervenir quand je suis invité, mais voilà, mais je suis vraiment en dehors de tout ça. Et ça, pour tout vous dire, ça me manque absolument pas. Le milieu ne me manque absolument pas. Alors, c'est vrai que partager mon expérience, ce que j'ai vécu, et donner des conseils aux jeunes, ça pourrait être un plus. Ça, quand je peux le faire, je le fais. Quand on me demande, je réponds toujours. Mais sinon, ça me gêne pas, ça me manque pas. Okay. Il y a une autre vie après. On sent malgré tout un petit malaise d'en parler quand même. Une amertume peut-être. Bah, c'est vrai que l'arbitrage, ça a été 27 ans de ma vie. J'ai commencé, j'avais 16 ans. J'ai terminé, j'avais 43 ans. Donc voilà, j'ai consacré ma vie à l'arbitrage, une bonne partie. Bon, voilà, mais ça restera ma passion toujours. Bien sûr que j'aurais aimé finir autrement. Alors, j'ai eu la chance, 10 ans après, de faire mon jubilé. J'ai eu la chance d'arbitrer le 20e anniversaire de France 98 à Nanterre, il y a 2 ans, contre une sélection France 98, contre une sélection de joueurs du monde. Parce qu'il y a une tradition, souvent, quand l'arbitre arrête sa carrière, il a un dernier grand match entouré de ses amis, de sa famille. À l'époque, moi, on pouvait plus ou moins choisir son match, mais plus ou moins choisir son match. Bon, maintenant, c'est un peu différent. Vous voyez, moi, j'ai pas eu ça. Voilà. Et donc, ça s'est pas très bien fini. Donc, c'est vrai que j'ai eu, comment dirais-je, une amertume. Oui, enfin, j'ai mal vécu la fin de ma carrière. Ça, je vous cacherai pas. Et bon, là, maintenant, ça fait 12 ans que ça s'est tourné la page. Je suis passé à autre chose, puis je me consacre maintenant aussi à mes activités professionnelles qui me prennent pas mal de Bruno, j'aimerais quand même donc, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, voire un peu moins, revenir un peu sur ce qui s'est passé dernièrement dans le football amateur et sur ces agressions sur, je crois, 2 arbitres. Moi, pour ma part, quand j'ai lu ce qui s'était passé, j'ai été abasourdi. Comment faut-il l'éradiquer? Vous savez, la violence dans le football, enfin, à l'égard des arbitres, ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai été agressé à 2 reprises quand j'étais jeune arbitre, chez moi en Bretagne. Une fois à Guingamp, j'avais expulsé le capitaine, c'était des cadets à l'époque, c'était Guingamp-Rennes. J'avais expulsé le capitaine de Guingamp et le père, à la fin du match, le père du joueur, m'attendait dans le tunnel et m'avait asséné un coup de tête. D'accord. Et une autre fois dans mon club à Brest, parce que moi je suis donc brestois, même si je vis à Paris depuis très longtemps, mais j'étais donc arbitre assistant. En plus de mes matchs, des fois, j'allais aider mon club et j'étais arbitre assistant pour les jeunes, des fois. Voilà. Et un match de jeunes, comme ça, un joueur mécontent, parce qu'à l'époque, les arbitres assistants n'avaient pas les pouvoirs, les consignes que sont celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas intervenir dans les surfaces de réparation. C'est-à-dire que les pénaltys, c'était du ressort de l'arbitre central et pas des juges de touche. À l'époque, on les appelait des juges de touche, non pas des assistants. Et donc là, les droits de l'équipe adverse de mon club rentrent dans la surface, il y a un contact qui tombe, bon, il réclame un pénalty, l'arbitre ne siffle pas, et puis il vient vers moi et il me donne un coup de genou dans le ventre. Vous voyez, donc 2 fois, voilà, il avait été suspendu, si mes souvenirs sont bons, 2 ans. Voilà, donc j'ai connu moi aussi malheureusement la violence. Malheureusement, c'est le cas de tous les ans en France. On a des arbitres qui sont agressés, molestés, frappés. On voit aussi, voilà, tous les ans on en voit. Alors moi, j'ai pas les statistiques, est-ce que ça augmente ou pas? Bon, seul l'UNAF, l'Union nationale des arbitres de football, pourrait vous donner les chiffres. Simplement, moi, je m'insurge parce que ce sont des gens qui sont, voilà, qui ont une passion, c'est le football, qui viennent assouvir leur passion, qui viennent contribuer au fait qu'un match puisse se dérouler, parce qu'il faut quand même rappeler que sans arbitre, si le sport n'a pas été inventé pour les arbitres, il peut y avoir de sport sans arbitre. Hein. Et que, bien sûr, ils peuvent se tromper comme tout à chacun, mais voilà, on ne doit pas toucher à l'arbitre. Et l'exemple doit venir d'en haut aussi, bien sûr. Alors, maintenant, j'ai le sentiment que toute forme d'autorité est très souvent remise en cause. Et la première aussi, c'est celle d'un arbitre sur le terrain, parce que il arrive des fois que la première forme d'autorité que rencontrent des gamins
eh bien, c'est celle d'un arbitre dans le sport, parce que malheureusement, dans la famille, des fois, à l'école aussi, l'autorité a disparu, parce que c'est compliqué, et donc ils réagissent mal. Donc voilà, donc, alors il ne s'agit pas de stigmatiser ni fustiger quiconque, il faut rappeler au respect de l'arbitre. Et il y a un slogan, c'était le slogan de But, le premier partenaire des arbitres, qui disait « On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion ». Et comment les protéger mieux alors? Il y a une loi, il y a la loi Lamour qui avait été votée du ministre des Sports en 2006, si mes souvenirs sont bons, qui protège l'arbitre, qui lui confère une mission de service public, comme un policier, comme un magistrat. Voilà, quand vous portez atteinte physiquement à un arbitre, les peines sont plus sévères. Voilà. Donc, il y a un travail aussi d'éducation. Alors, il y a certes la sanction, mais avant aussi, il n'y a pas que la sanction. Il y a un vrai travail à faire de pédagogie dans les clubs amateurs, même professionnels, dans les centres de formation. Il faut faire venir des arbitres opérant au plus haut niveau dans les centres de formation professionnels, par exemple, qui viennent en début de saison à présenter les lois du jeu, les modifications, dire ce que c'est l'arbitre, faire passer des messages. Les coachs aussi, dans toutes les écoles de football, ont quand même une mission importante, c'est de rappeler aux joueurs, attention, c'est que du sport. À la fin, il y aura un gagnant et un perdant ou un match nul, mais il faudra l'accepter. Il faut faire aussi en sorte que l'environnement des matchs de jeunes soit plus maîtrisé. Ouais, mais vous êtes bien d'accord, en football amateur, c'est quand même plus compliqué de mettre ça en place. Mais non, les éducateurs, dans les clubs amateurs, les éducateurs aussi peuvent faire passer des messages. Et les clubs amateurs ont aussi des arbitres qui peuvent aussi davantage s'investir au sein de leur club, aller rencontrer les joueurs. Moi, je l'ai fait pendant des années. Quand j'étais arbitre de l'AS Brestoise, j'arbitrais les jeunes de mon club tous les samedis après-midi. J'ai tous les matchs. Depuis Pupille Poussin, commençait à 13h30 jusqu'à 17h30. Et après, des fois, le lendemain, j'allais voir les… Voilà. Donc, c'est à l'arbitre aussi de s'investir. Et au coach aussi. Voilà, mais il faut faire passer des messages. On ne peut pas accepter de s'en prendre physiquement à un arbitre. Ce n'est pas acceptable. Ah non, je suis d'accord. Pas acceptable. Après, vous savez, à mon époque, je ne sais pas si c'est comme ça, quand vous avez 10 jeunes qui se lancent dans l'arbitrage, au bout de 2 ans, il y a 2 ou 3 il en reste 2 ou 3. Il y a plus de la moitié qui ont arrêté, qui ont démissionné. Pourquoi? Parce que, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, ils se disent, bon, c'est trop compliqué, j'en ai marre de me faire insulter. Ou 2, après, c'est pour des choix personnels en raison des études ou du travail. Mais la première raison qui est invoquée, c'est la difficulté de la tâche. Moi, quand j'étais jeune arbitre, quand je suis rentré de Guingamp, ma mère m'a vu, m'a dit, Bruno, tu arrêtes l'arbitrage. D'accord. Tu ne vas pas aller te faire taper sur les terrains, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, chacun a un rôle à jouer. Je suis désolé. Et voilà. Est-ce qu'on donne tous les moyens d'arbitre en France, dans les sanctions il faut rendre la fonction plus attractive. Si on manque d'arbitres en France, c'est que probablement peu de gens veulent le faire parce que c'est compliqué. Prenez un sifflet, vous allez voir. Non, mais j'ai déjà été amené à arbitrer et je trouve que c'est très, très compliqué. Voilà. Bruno, as-tu une question? Mohamed, pardon. Oui, j'avais une question, mais pour rebondir sur tout à l'heure, par rapport à Madame Frappard, il y a quelques années, elle m'a arbitré en DSR, donc c'est pas si vieux que ça. Comment vous trouvez son évolution aussi rapide? Et est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'elle a pu développer cette rapidité pour arriver au haut niveau, puisqu'il y a quand même des arbitres qui stagnent longtemps avant de pouvoir grimper comme elle a pu le faire? Est-ce que vous avez une explication à cette… Est-ce que c'est parce que c'était une femme ou est-ce que c'était parce qu'elle a été exceptionnelle dans son combat d'arbitrage? Et il nous reste 2 minutes, messieurs. Oui, il y a 2 filières. À mon époque, il y avait aussi la filière des anciens joueurs professionnels qui devenaient arbitres. Vous vous souvenez? Ça existe. Oui. Jérémy Stinat, par exemple, il y en a d'autres. Bon, eux, ils ont une filière accélérée. Vous voyez? Parce qu'ils commencent l'arbitrage plus tard que nous, parce qu'ils commencent l'arbitrage, pour certains, après leur carrière de joueur, à 30 ans, quoi. Bon, 30-32 ans. Eux, ils ont une filière plus accélérée. S'ils ont des vraies compétences, ils peuvent monter, je crois, plus vite. Mais tout ça, moi, je ne suis pas dans les fonctions, dans les instances, donc je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Et pour tout vous dire, je ne me suis pas beaucoup intéressé. Pour elles, bon, je pense que les arbitres féminines, je crois que c'est le même
qu'un arbitre homme, c'est le même cursus, enfin, c'est le même parcours. Elle était en DSR, donc elle était arbitre de ligue, elle a dû passer après l'examen d'arbitre fédéral, théorique, et ensuite elle a dû arbitrer en National 2, et en National 2, National 3, et après elle a dû, voilà. Alors il faudrait voir un peu son parcours, les années, est-ce qu'elle est montée d'une division tous les ans ou pas? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'elle est restée 2 ou 3 saisons en Ligue 2 avant de monter en Ligue 1. Elle est montée au bout. Alors moi, dans ma génération, il est arrivé des fois, il y avait des, voilà, c'était exceptionnel, où un arbitre, je me souviens, moi, je suis resté 5 ans en Ligue 2 avant de monter en Ligue 1. Stéphane Bré, qui était de ma génération, a fait 1 an en Ligue 2, il est monté tout de suite en Ligue 1. Philippe Calt avait fait 1 an en Ligue 2, il est monté tout de suite en Ligue 1. Donc, si vous montez en Ligue 2 à 24, 25, 26 ans, vous êtes très jeune en Ligue 1. Donc, il faudrait regarder dans le détail son parcours, mais probablement s'il y a eu un parcours accéléré, c'est que la DTA avait détecté des qualités chez elle. Bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Bruno pour ta disponibilité et ton œil comme à chaque fois avisé et très pertinent sur l'arbitrage. Merci beaucoup. Et puis moi je continuerai bien sûr à te suivre sur les réseaux sociaux. Merci, bonne journée à tous. Merci. Merci Bruno. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bye. Merci, au revoir. Mohamed, voilà, c'est la fin de cette émission, le 100% football amateur sur RGB. Merci également d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça a été une bonne première expérience. C'est pas toujours facile de poser des questions et puis dans un laps de temps très rapide, on se rend compte que c'est pas quelque chose d'inné et il faut s'adapter. Donc voilà, j'espère t'avoir apporté ce que tu attendais de moi sur cette première. Toujours, Mohamed. Et je sais que tu vas prendre goût à cet exercice et qu'on va on va se retrouver très rapidement pour le 100% football amateur. Bah, j'espère, avec plaisir. Je partagerai toujours quand tu me solliciteras, ça permet de rencontrer des gens. Là, j'ai rencontré 2 personnes que je ne connaissais pas. Ça permet d'élargir son réseau également. Donc, non, c'est très enrichissant. Donc, je te remercie. Bon, ben merci beaucoup Mohamed. Donc je donne rendez-vous aux auditeurs auditrices en prochain numéro à la fin du mois de novembre. Merci encore pour votre attention et faites attention à vous. Merci beaucoup. Au revoir Mohamed. Bon confinement, merci Farid. Merci, ciao.